Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Lancement ce matin des travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe à Alger qui se penchera sur la situation dans le monde arabe à la lumière de la conjoncture exceptionnelle que traverse la question palestinienne face à la guerre de génocide que subit le peuple palestinien. On fera justement le point sur la situation à Gaza où l'armée d'occupation sioniste poursuit ses bombardements sur Rafah malgré l'ordre de la Cour internationale de justice d'arrêter immédiatement ces opérations. Et puis on parlera de restauration céramique archéologique à travers un reportage dans un atelier destiné aux étudiants du Master 2 en moulage de l'école régionale des Beaux-Arts de Tipaza. Bienvenue à tous. Lancement ce matin des travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe au Centre international de conférence Abdeltif Rahal à Alger. Le 36e congrès du Parlement arabe se penche sur la situation dans le monde arabe à la lumière de la conjoncture exceptionnelle que traverse la question palestinienne et face à la guerre de génocide que subit le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'armée d'occupation sioniste poursuit ses bombardements sur Rafah malgré l'ordre de la Cour internationale de justice d'arrêter immédiatement ses opérations dans cette ville du sud de la bande de Gaza, d'où ont fui des centaines de milliers de personnes ce matin. 200 camions d'aide en provenance d'Égypte ont commencé à entrer dans la bande de Gaza. Melika Blel. Face à l'acharnement sioniste et à ces horribles massacres perpétrés au quotidien en Palestine, le mouvement de résistance palestinien Hamas ne désarme pas et continue sa lutte pour la libération de sa terre. Le porte-parole de Kataib al-Qassam, la branche armée du mouvement de résistance palestinien Abu Ubaïda, a affirmé avoir fait prisonnier des soldats sionistes lors d'une embuscade samedi dans le camp de Jabalia dans la bande de Gaza. Les forces d'occupation sionistes se trouvaient dans un tunnel dans le camp de Jabalia et tous leurs membres ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Les résistants palestiniens se sont emparés de leur matériel militaire avant de faire exploser le tunnel. Par ailleurs, et en dépit de l'injonction de la Cour internationale de justice de stopper immédiatement l'agression sioniste contre Rafah, l'entité sioniste redouble de férocité. Plus de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés ces dernières 24 heures à Rafah. Des ambulanciers et des citoyens ont récupéré les corps de 6 martyrs dans la région de Khirbat al-Ades, à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'artillerie de l'armée d'occupation a également ciblé le camp de Yabna au centre de Rafah. L'espoir d'une désescalade ne semble pas se profiler à l'horizon et ce malgré les appels incessants des Nations Unies à ne pas cibler les hôpitaux dans la bande de Gaza, à garantir l'acheminement des équipements médicaux et les médicaments essentiels et à permettre aux civils d'y accéder sans entrave. La situation humanitaire, quant à elle, est catastrophique dans la bande de Gaza. Elle se détériore chaque jour un peu plus avec un risque de famine et de nombreux hôpitaux hors service. Selon l'ONU, les opérations au sol à Rafah ont poussé environ 800 000 personnes à fuir. L'armée d'occupation sioniste continue de fermer les points de passage à Rafah, tandis que les marchandises transitant par voie maritime ne suffisent pas pour plus de 2 millions de Palestiniens, ce qui aggrave la faim et la soif dans toutes les villes de la bande de Gaza. Obtenir une gorgée d'eau est devenu le plus grand défi pour les Palestiniens afin de survivre. Le génocide de l'entité sioniste voit l'implication directe du Makhzen de nouveau pointée du doigt. Des révélations dangereuses de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed El-Batewi qui parle d'au moins 4000 soldats marocains qui participent activement à l'agression barbare sioniste sur le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Marine Damis. Le Makhzen, de nouveau dans l'œil du cyclone, dans des massacres perpétrés à Gaza. Les pratiques douteuses d'un régime aux abois et en voie de perdre définitivement sa crédibilité.
Cette fois, c'est au tour de l'universitaire et chercheur marocain Mohamed Delbatiwi de jeter une pierre dans la mare en révélant qu'au moins 4000 soldats marocains participent activement à l'agression barbare sioniste sur la bande de Gaza, et ce, en vertu d'une disposition de l'accord de normalisation entre l'entité sioniste et Rabat, qui engage la partie marocaine à une coopération militaire. Un enlisement sans précédent dans une trahison décriée par les Marocains libres au quotidien. « 4000 soldats marocains assassinent des enfants, des femmes et des personnes âgées aux côtés de l'armée sioniste à Gaza, et ce en vertu des accords d'Abraham. Les jours du régime du Makhzen sont désormais comptés. C'est pour cette raison que plusieurs accords de coopération ont été signés avec l'entité sioniste. De ce fait, il a décroché le soutien de l'AIPAC, le lobby sioniste implanté aux États-Unis, et il a pu garantir la continuité du régime au Maroc. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste honteux puisque c'est la conséquence des accords d'Abraham, mais en même temps, ils sont dans une logique sioniste parfaitement légitime. Simplement pour satisfaire les desiderata peut-être financiers, peut-être qu'ils y vont pour l'argent, c'est peut-être des mercenaires, ou simplement pour satisfaire des accords d'Abraham qui sont vraiment une paix honteuse qui va à l'encontre évidemment de la nation arabe et du peuple de Palestine. Autant le peuple marocain est largement solidaire, comme tous les peuples arabes d'ailleurs, ils sont très mobilisés sur ces questions-là, particulièrement aujourd'hui où il faut du courage pour manifester, sachant qu'effectivement les accords d'Abraham signés avec l'entité sioniste n'ont absolument rien apporté au peuple. Le niveau des visites a été élevé. Plusieurs mémorandums de coopération entre les deux parties ont été signés dans les domaines du renseignement et militaire. Sous l'emprise des intérêts sionistes, le Maroc voit sa politique étrangère influencée par des forces agissant dans l'ombre. Cette adhésion au lobby sioniste se manifeste par un silence face aux appels de détresse des Palestiniens à Gaza. Et puis le régime du Makhzen n'est pas à sa première trahison envers la cause palestinienne et l'histoire se rappellera toujours des pratiques douteuses d'un régime sous l'emprise de l'entité sioniste. Le Maroc était derrière la défaite des armées arabes lors de la guerre des 6 jours. Autant dire que chez les Alaouites, la trahison est de père en fils. Walid Yousfi. Énième scandale qui éclabousse le régime du Makhzen. Le Maroc serait contrôlé par l'entité sioniste. Pire encore, le Makhzen ne jouirait d'aucune souveraineté dans la conduite de ses affaires extérieures et n'aurait aucun pouvoir décisionnaire. Les faits remontent à la trahison par Hassan II de la coalition arabe lors de la tristement célèbre guerre des 6 jours. Un enjeu majeur pour le Moyen-Orient. L'issue de cette guerre a permis à l'entité sioniste de contrôler davantage le territoire palestinien. Le Makhzen aurait aussi effectué une opération de transfert de dizaines de milliers de juifs marocains pour coloniser la Palestine, moyennant finances. Des personnalités politiques et leurs liens avec des réseaux influents ont également été mis en lumière, des liens avec l'entité sioniste et des accusations de complaisance au détriment de la Palestine. اللي من وراء أندري أزوري اللي هما ما بين 6000 و10000 يهودي هما اللي دايرين السجون السرية هما اللي تيقمعوا الشعب المغربي هما اللي تيخطفوا المناضلين هما اللي تيقمعوا الإخوان ديالنا في المغرب وهما اللي تيمخروا الخيرات ديال المغرب وهما اللي وصلوا المغرب لهذه الدرجة ديال الانحطاط الخلقي. Le Makhzen serait contrôlé par plusieurs milliers de juifs agissant sous les ordres d'André Azoulay, conseiller spécial de Mohamed VI. La famille royale est aussi évoquée dans des contextes en relation avec les origines et les affaires internes du pouvoir, ce qui fait perdre toute crédibilité et transparence du système politique en place. L'UNESCO a clôturé ce week-end la semaine africaine en musique avec un splendide gala auquel l'Algérie a pris toute sa part. Un événement placé sous le thème « L'éducation pour l'innovation, le développement de la culture en Afrique ». La correspondance de Afaf Plouchette. C'est un jam au sommet de son art qui a enflammé la scène de l'UNESCO hier, offrant une performance époustouflante accompagnée de superbes images aériennes des paysages variés de notre pays. Un jam profondément africain en rythme et en couleur, venu rendre hommage à notre continent à l'occasion de la célébration de la semaine africaine à l'UNESCO. Le rythme africain il coule vraiment dans nos veines. Et puis, depuis tout ce temps-là, on défend cette cause africaine, à chaque fois, que ce soit dans la vibe, la façon de chanter,
ou de composer, c'est-à-dire les rythmiques voilà, mélodiquement c'est très chabi, parce que c'est très riche l'Algérie en termes de mélodie, et les rythmiques c'est très très africain. Ce gala était le point culminant d'une semaine de célébration de l'Afrique à laquelle l'Algérie a pris toute sa part, déclinant la richesse de notre culture et de notre patrimoine. L'Algérie nouvelle avance. Vous savez l'importance qu'accorde Monsieur le Président Abdelmejid Tebboune à la culture, à la défense de notre patrimoine, à la mise en avant de notre pays. Et cette année, tous les efforts ont été consentis à cet égard. Alhamdoulilah, vous avez vu à travers nos artistes, nos couturiers, nos gastronomes, et tous les artisans qui étaient présents. Il y avait la calligraphie également, il ne faut pas l'oublier. Nous avons organisé des choses des activités pour les enfants. C'est l'Algérie nouvelle. Initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique le 25 mai, jour de commémoration de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, cette semaine fut un vibrant hommage à la diversité culturelle africaine. Je trouve que c'est fantastique de voir tous ces pays unis, rassemblés au sein d'un lieu aussi prestigieux que l'UNESCO. Je trouve que ça montre que finalement tous les pays sont réunis et qu'il y a une solidarité qui existe. Et du coup, pour moi, ça véhicule un message de paix, d'apaisement, et finalement, on est tous frères et sœurs, quoi. Voilà. La paix, mais aussi la liberté, c'est justement le message de tous nos artistes qui n'ont pas manqué de manifester leur solidarité avec nos frères à Gaza à chaque tribune offerte à l'Algérie. Merci. Retour en Algérie pour parler de formation en restauration de céramique archéologique. Dans ce reportage réalisé en compagnie d'étudiants, master de moulage de l'école régionale des beaux-arts de Tipaza, on va suivre avec eux les étapes de la restauration d'un objet. Faria El Hamdi. Grâce à différentes techniques, ces jeunes restaurateurs donnent une seconde jeunesse à tous ces objets. Un travail minutieux et précis. C'était bénéfique لنا هاد لا فورماسيون وفي لا فورماسيون هادو كانوا فيها 3 سيكل. المره الاولى عاودنا شفنا سيكوا لا سيراميك دو كوا سو كومبوز لا سيراميك archéologique. Après par la suite درنا un deuxième cycle على le diagnostic تاع les céramiques archéologiques. Je suis passionnée de l'archéologie parce que c'est un domaine et on est une famille d'archéologues. Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. L'école a pour mission d'assurer la formation supérieure et la recherche scientifique ainsi que de prendre en charge la formation de l'enseignement des étudiants dans le domaine de la conservation et restauration des biens. Une formation de recyclage et de connaissances, d'apporter de nouvelles connaissances, de compléter les connaissances aux archéologues du musée dans le domaine de la conservation et restauration. Ils vont apprendre à consolider, à coller la céramique, à préparer les résines adéquates à cette restauration et aussi au comblement de lacunes. Aussi dans ce cadre de formation, ils ont eu des informations sur la préparation de la céramique et aussi de la composition de l'argile et comment analyser l'argile utilisée dans la poterie. J'ai donné un aperçu, une introduction sur la restauration en cours théorique. Puis là, ils sont en train de pratiquer ce qu'ils ont vu, la partie théorique. Mais quelles sont les étapes de la restauration d'un objet? On rassemble tous les fragments, on les dirige vers le laboratoire qui se trouve sur le site. On fait un nettoyage, un lavage et une restauration, une première restauration, restauration à blanc, c'est-à-dire un collage. Le temps, pour avoir la forme de l'objet, pour ne pas perdre la forme de l'objet, oui, on a une fiche technique sûrement, une fiche technique de l'objet, toutes les informations
toutes les informations de l'objet, puis l'objet se dirige vers le musée. La restauration repose sur une technique à froid où tout doit être réversible pour préserver l'intégralité de la pièce. De nos jours, elle utilise des méthodes modernes et déontologiques, nécessitant une formation artistique, historique et scientifique. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.